Élu, j'ai identifié un pouvoir spécifique caché au plus profond de ceux qui marchent seuls. Alors que la société les voit comme des parias ou des êtres brisés, je les vois, moi, comme les individus les plus psychologiquement redoutables qui n'aient jamais vécu. Ce que j'ai découvert sur les solitaires qui ne gardent aucun ami n'était pas seulement controversé. C'était assez dangereux pour que j'ai mis en garde mes collègues afin qu'ils manipulent ces individus avec une extrême prudence. Imagine, un instant, ce pouvoir tapis dans l'ombre de la solitude. Il n'est pas visible au premier regard, car la société, avec ses normes rigides et ses jugements hâtifs, préfère étiqueter ces âmes errantes comme des anomalies. Mais en creusant plus profond, en explorant les recoins de l'esprit humain où la lumière collective ne pénètre pas, j'ai aperçu une force primordiale, une résilience forgée dans le silence. Ces solitaires ne sont pas des victimes du monde. Ils en sont les observateurs impitoyables, ceux qui ont transcendé les chaînes invisibles que la plupart d'entre nous portent sans même les sentir. Leur existence remet en question tout ce que nous tenons pour acquis sur la connexion humaine. Et c'est précisément cette remise en question qui rend ma découverte si explosive. La société juge le solitaire antisocial, brisé ou abîmé. Mes recherches ont révélé quelque chose qui menace les fondations mêmes de la manière dont nous organisons les relations humaines. J'ai découvert que la socialisation forcée est la véritable maladie. Le solitaire représente ce que l'évolution tente de créer depuis des milliers d'années. Pense à cela. Depuis l'aube de l'humanité, nos ancêtres ont survécu en groupe, en tribu, en communauté, où la cohésion était synonyme de survie. Mais au fil des millénaires, l'évolution n'a pas cessé son œuvre. Elle a sculpté, dans les marges de ces groupes, des individus capables de s'affranchir de cette dépendance. Le solitaire n'est pas un accident de la nature. Il est une avancée, une mutation psychologique qui permet à l'esprit humain d'explorer des territoires intérieurs inaccessibles à ceux qui restent enchaînés au collectif. La socialisation forcée, cette pression constante à se fondre dans la masse, à chercher l'approbation à tout prix, n'est pas un bienfait, c'est une pathologie collective qui étouffe l'âme. Elle nous rend vulnérables, dépendants, manipulables. Le solitaire, lui, a brisé ce cycle. Il incarne l'évolution vers une conscience autonome, une liberté intérieure qui défie les structures sociales établies. La question n'est pas de savoir pourquoi certains marchent seuls. La question est de savoir pourquoi tous les autres ont une telle terreur de la solitude qu'ils préfèrent tolérer des relations toxiques plutôt que de se confronter à eux-mêmes. Cette interrogation hante mes nuits depuis des années. Pourquoi cette peur viscérale du vide intérieur? Pourquoi choisir la compagnie empoisonnée plutôt que le silence régénérateur? C'est parce que la solitude nous confronte à notre essence nue, sans les masques que nous portons pour plaire aux autres. Dans les relations toxiques, nous trouvons une distraction commode. Un bruit de fond qui noie les voix intérieures que nous redoutons. Mais imagine ce que cela implique pour ton propre chemin. Si tu oses affronter cette terreur, si tu choisis la solitude comme allié plutôt que comme ennemi, tu pourrais découvrir une force insoupçonnée, une clarté qui illumine les recoins les plus sombres de ton être. C'est une invitation à la transformation, un appel spirituel à transcender la peur collective pour embrasser ta vérité personnelle. Mes dossiers cliniques révèlent un schéma troublant. Les individus qui ne gardaient aucun ami ne souffraient pas de déficits sociaux. Ils avaient développé une immunité à la force la plus puissante qui contrôle le comportement humain. La pensée de groupe, le besoin de validation des autres et les chaînes psychologiques qui maintiennent la plupart des gens obéissant à des accords collectifs inconscients qu'ils n'ont jamais choisis consciemment. En examinant ces dossiers, cas après cas, j'ai vu émerger un pattern fascinant et effrayant. Ces solitaires n'étaient pas isolés par faiblesse. Ils l'étaient par choix inconscient, par une évolution intérieure qui les protégeait des pièges du collectif. La pensée de groupe, ce phénomène où les idées se propagent comme un virus, infectant les esprits sans qu'ils s'en rendent compte, ne les touchait pas. Ils n'avaient pas besoin de l'approbation extérieure pour valider leur existence. Imagine-toi libéré de ces chaînes. Plus de compromis pour plaire, plus de concessions pour appartenir. C'est une immunité spirituelle, une armure forgée dans le feu de l'introspection. Ces accords inconscients, ces règles tacites sur comment vivre, aimer, réussir, sont les barreaux d'une prison que la plupart ne voient même pas. Le solitaire, lui, a trouvé la clé pour s'en évader. Le solitaire ne peut pas être manipulé par la pression sociale parce qu'il ne cherche sincèrement pas la validation du groupe. J'appelle cela l'indépendance psychologique. Cette indépendance est plus qu'une simple caractéristique. C'est une souveraineté de l'âme, une libération qui permet à l'individu de naviguer le monde selon sa propre boussole. Dans un univers où la manipulation sociale est omniprésente, des publicités qui dictent tes désirs aux normes culturelles qui moulent tes croyances, le solitaire reste inébranlable.
Il n'est pas influencé par les tendances éphémères ou les jugements collectifs. C'est une forme d'éveil, une conscience accrue qui résonne avec les enseignements anciens des sages qui se retiraient dans les déserts ou les montagnes pour trouver la vérité. Toi aussi, tu peux cultiver cette indépendance. Elle commence par un pas dans la solitude, un moment où tu écoutes ton cœur sans le bruit du monde. La plupart des gens croient prendre leurs propres décisions, mais mes recherches prouvent le contraire. À travers mon concept d'inconscient collectif, j'ai démontré que la majeure partie du comportement humain est inconsciemment synchronisée avec les attentes du groupe. Les gens s'habillent pareil, pensent pareil et font des choix qui semblent personnels, mais qui sont en réalité des schémas collectifs qu'ils ont absorbés sans en avoir conscience. L'inconscient collectif, cette mer profonde où nageant les archétypes communs à toute l'humanité, influence nos vies de manière subtile mais puissante. Il dicte les modes, les valeurs, les aspirations. Pense à tes propres choix. Cette carrière que tu poursuis, est-elle vraiment tienne ou est-ce l'écho d'une attente sociétale? Cette relation que tu maintiens, est-elle nourrie par l'amour authentique ou par la peur de la solitude? Mes études montrent que ces synchronisations inconscientes nous rendent prévisibles, contrôlables. Mais le solitaire échappe à cette marée. Il nage à contre-courant, forgeant son chemin unique. C'est une invitation poétique à plonger dans ton propre inconscient, à démêler les fils collectifs pour tisser ta tapisserie personnelle. Pense à la dernière fois où tu as pris une décision en fonction de ce que les autres pourraient penser. Quelle carrière paraîtrait impressionnante? Quelle relation semblerait acceptable? Quelles opinions te permettraient de rester inclus dans ton cercle social? La plupart des gens effectuent des dizaines de ces calculs chaque jour sans réaliser qu'ils ont remis le contrôle de leur vie à des juges invisibles qui n'ont jamais demandé ce pouvoir. Ces calculs invisibles sont les gardiens de notre prison psychologique. Ils nous maintiennent dans une danse perpétuelle d'approbation où chaque pas est mesuré par le regard des autres. Mais imagine libéré de cela. Tes décisions naissent de ton essence profonde, guidées par une boussole intérieure infaillible. C'est la promesse de la solitude. Une liberté qui inspire, qui élève l'âme vers des sommets inexplorés. En cultivant cette conscience, tu peux briser ces chaînes, pas par rébellion, mais par une douce acceptation de ta vérité. Le solitaire existe en dehors de ce système, non parce qu'il se rebelle contre lui, mais parce qu'il n'y a jamais branché dès le départ. Son cerveau s'est développé différemment. Alors que les autres enfants apprenaient à réguler leur système nerveux par l'approbation sociale, le système nerveux du solitaire a appris à s'autoréguler par la solitude. Dès l'enfance, le câblage neuronal du solitaire se forme dans le calme. Tandis que les autres petits cherchent le réconfort dans les rires partagés, le solitaire trouve la paix dans son monde intérieur. C'est une adaptation évolutive, une résilience biologique qui prépare l'individu à affronter le monde sans béquille sociale. Pense à ton propre système nerveux. Comment réagit-il à la solitude? S'il tremble, c'est peut être le signe d'une dépendance apprise. Mais avec pratique, tu peux le recalibrer, transformer la peur en force. C'est un processus alchimique où le plomb de l'anxiété devient l'or de la sérénité. Quand les autres enfants avaient besoin du rire du groupe pour se sentir bien, le solitaire se sentait bien seul. Quand les autres adolescents avaient besoin de validation constante à travers les amitiés, le solitaire trouvait la validation par la cohérence intérieure. Cette cohérence intérieure est le saint graal de l'éveil spirituel. Elle aligne tes pensées, tes émotions, tes actions en une harmonie parfaite, loin des dissonances imposées par le groupe. Les adolescents solitaires, souvent mal compris, sont en réalité des pionniers de l'âme, explorant des territoires psychologiques que les autres évitent. Leur validation vient de l'intérieur, d'une source inépuisable qui ne dépend de personne. Toi, lecteur, tu peux cultiver cela. Commence par des moments de solitude quotidienne. Laisse la cohérence émerger comme une fleur dans le désert. Cela crée quelque chose qui terrifie ceux qui contrôlent par la pression sociale. Un individu qu'on ne peut pas menacer d'exclusion parce qu'il n'a jamais accordé de valeur à l'inclusion. C'est quelqu'un qui observe le groupe sans avoir besoin d'y adhérer. Cette terreur est profonde, car elle touche au cœur des systèmes de pouvoir. Les leaders, les institutions, les normes sociales reposent sur la peur de l'exclusion. Mais le solitaire, immunisé, devient un miroir impitoyable qui reflète les failles du collectif. Il observe avec détachement, collectant des insights qui pourraient démanteler les illusions. C'est une position de pouvoir spirituel, une vigilance qui inspire ceux en quête de vérité. J'ai documenté ce schéma à travers des dizaines de cas et ce que j'ai trouvé m'a fait réaliser que j'étudiais quelque chose de plus dangereux qu'une maladie mentale. J'étudiais les seuls êtres humains qui avaient échappé à la prison invisible qui retient tous les autres captifs. Ces cas, riches en détails humains, révélaient des vies extraordinaires. Des artistes, des penseurs, des innovateurs qui, dans leur isolement, avaient accédé à des niveaux de créativité inouïs. Leur évasion de la prison collective n'était pas une fuite,
mais une ascension. Imagine-toi évader, la liberté de penser sans filtre, de créer sans contrainte. C'est une dangerosité bienveillante, une menace pour les systèmes oppressifs, mais une bénédiction pour l'humanité en quête d'évolution. Le solitaire est un observateur dangereux. À l'image de mon archétype de l'empathique, le solitaire observe et collecte des données sur le comportement humain avec une précision scientifique. Pendant que tous les autres participent au théâtre social, jouant leur rôle et maintenant leur masque, le solitaire reste en dehors de la représentation et voit la machinerie qui la fait fonctionner. Cet archétype de l'observateur est lié à l'empathie profonde, mais détachée. Il voit les engrenages, les motivations cachées, les dynamiques de pouvoir subtiles. Le théâtre social, avec ses scripts codifiés, devient transparent. Le solitaire décrypte les codes, révélant les illusions que nous chérissons. C'est une vision poétique, une danse entre ombre et lumière où l'observateur tient la lanterne. Il voit les mensonges que les gens se racontent à eux-mêmes, les contradictions entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et les schémas qui se répètent à travers différents groupes, différentes relations et différents systèmes sociaux. Ces mensonges sont les fondations de notre réalité partagée. Le solitaire, en les voyant, accède à une vérité nue, brutale mais libératrice. Par exemple, dans une famille, il perçoit le déni autour d'un secret. Dans un bureau, les jeux de pouvoir masqués par des sourires. Ces schémas répétitifs, cycles de trahison, de manipulation, sont comme des fractales de l'inconscient collectif. En les reconnaissant, le solitaire gagne une sagesse ancestrale, une compréhension qui transcende le temps. Pendant que les autres sont occupés à jouer, le solitaire apprend. J'ai réalisé que les solitaires développent un niveau d'intelligence sociale qui dépasse ce que la plupart des gens atteignent au cours de toute une vie. Ils le développent en tant qu'observateurs, non en tant que participants. Cette intelligence est pure, non corrompue par le besoin de plaire. Elle permet de naviguer le monde avec une acuité laser, prédisant les comportements avant qu'ils ne se manifestent. Pense à des figures historiques comme Nietzsche ou Thoreau, solitaires qui ont disséqué la société avec une profondeur inégalée. Toi, en adoptant cette posture d'observateur, tu peux élever ton intelligence sociale à des niveaux spirituels, transformant chaque interaction en leçon d'âme. Le solitaire remarque que la personne qui prône les valeurs familiales trompe son conjoint. Il voit que l'ami qui prétend te soutenir te sape subtilement dans les contextes de groupe. Il reconnaît que le collègue qui sourit en réunion sabotage les projets à huis clos. Ces observations sont des éclairs de vérité dans l'obscurité. Elles ne naissent pas de jugement, mais d'une clarté neutre. Par exemple, l'ami qui sape, c'est souvent une projection de ses insécurités. Le solitaire voit cela sans émotion, collectant des données pour sa croissance intérieure. C'est une forme de méditation active, où l'observation devient voie vers l'éveil. Ces observations ne sont pas du cynisme, ce sont une reconnaissance de schémas non filtrés par le besoin de maintenir l'harmonie sociale. Le cynisme impliquerait une amertume. Ici, c'est une pure reconnaissance, une acceptation philosophique des faiblesses humaines. Elle permet au solitaire de naviguer sans illusion, en paix avec la réalité. Toi, en cultivant cette reconnaissance, tu peux transcender le cynisme pour atteindre une compassion détachée, voyant les schémas comme des leçons universelles. Cette position d'observation leur donne accès à des vérités qui rendent la participation impossible. Une fois que tu vois comment le jeu fonctionne, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Une fois que tu remarques les schémas, tu ne peux plus les désapprendre. C'est le point de non-retour, une illumination irréversible. Comme dans les traditions mystiques, où voir la Maya, l'illusion, dissout l'attachement. Le solitaire, ayant vu, ne peut plus jouer. Il choisit la liberté. Cette vérité est un cadeau empoisonné. Elle isole, mais libère l'âme pour des hauteurs inédites. La connaissance du solitaire devient son isolement, car dire ces vérités menace les accords collectifs qui permettent au groupe de fonctionner. Chaque groupe possède des règles implicites sur ce qui peut et ne peut pas être reconnu. Ces règles sont les piliers de la cohésion, mais aussi les barrières à la vérité. Le solitaire, en les nommant, devient hérétique. Pourtant, sa voix est nécessaire pour l'évolution collective, un catalyseur pour le changement. Imagine-toi porteur de cette connaissance. Elle te rend isolé, mais aussi un phare pour ceux qui cherchent. Le solitaire voit ces règles clairement et les trouve absurdes. J'ai beaucoup écrit sur la manière dont les groupes s'accordent inconsciemment à ignorer certaines réalités pour maintenir la cohésion. La famille qui ne mentionne jamais l'alcoolisme du père. Le lieu de travail qui n'admet jamais le manager toxique. Le cercle d'amis qui fait semblant de ne pas voir comment une personne joue toujours la victime. Ces exemples sont légion, des microcosmes de la société. Dans la famille, le déni protège l'unité fragile. Au travail, il préserve la productivité illusoire. Chez les amis, il maintient la surface lisse. Mais ces ignorances cumulées créent une toxicité rampante, étouffant
la croissance individuelle. Le solitaire, en les voyant comme absurdes, invite à une réflexion profonde. Et si tu brisais ces accords dans ta vie? Ces accords collectifs de déni maintiennent le groupe stable, mais ils exigent la participation de tous. Le solitaire qui pointe l'évidence devient le problème. Non parce qu'il a tort, mais parce qu'il rompt l'accord. C'est le paradoxe. La vérité devient subversion. Le solitaire est puni non pour mensonge, mais pour honnêteté. Pourtant, cette rupture est libératrice. Un acte de courage spirituel qui inspire les autres à questionner leurs propres accords. La plupart des gens confondent le solitaire avec quelqu'un qui souffre de solitude. J'ai été obsédé par la clarification de cette distinction, car j'ai vu combien de dommages cette confusion provoquait. Cette confusion est destructrice, stigmatisant ceux qui choisissent la solitude comme défectueux. Mais la distinction est cruciale. La solitude non désirée est souffrance, tandis que la solitude choisie est émancipation. En clarifiant cela, j'espère guérir les blessures infligées par les jugements sociétaux, invitant à une compréhension plus nuancée de l'âme humaine. La solitude est un état défectueux, douloureux, où quelqu'un désire une connexion qu'il ne parvient pas à obtenir. La solitude est une souffrance causée par un isolement non désiré. La personne seule cherche des invitations à des événements qu'elle n'apprécie pas, simplement pour éviter d'être seule. Elle tolère le manque de respect de ses amis parce qu'avoir de mauvais amis semble préférable à n'en avoir aucun. Cette solitude est un cri de l'âme en manque, une soif inassouvie qui ronge de l'intérieur. Elle pousse à des compromis dégradants, à des relations vides. Mais reconnais-la en toi, et tu peux la transformer, en cherchant des connexions authentiques ou en apprenant à trouver plénitude seule. C'est un chemin de guérison. La solitude choisie, en revanche, est une superpuissance. Ces âmes ne sont pas brisées, ce sont des alchimistes en devenir, qui cherchent à transformer le plomb de la surcharge en or de la clarté. L'alchimie de la solitude est magique. Elle transmute le chaos social en ordre intérieur, la confusion en insight. Ces alchimistes solitaires sont des artisans de l'âme, forgeant leur destin dans le creuset du silence. Leur superpuissance réside dans cette transformation, un processus éternel qui élève l'humain au divin. La solitude est un état choisi où quelqu'un accède à sa propre conscience sans l'interférence des attentes collectives. C'est le moment où ton système nerveux cesse enfin de traiter les émotions et les attentes de tous les autres et peut expérimenter ses propres signaux authentiques. Dans ce sanctuaire, la conscience s'épanouit comme une fleur nocturne. Ton système nerveux, libéré des interférences, reçoit des signaux purs. Intuition, inspiration, vérités enfouies. C'est un retour à l'essence, une méditation naturelle qui reconnecte à l'univers intérieur. Dans la solitude, tu découvres ce que tu penses réellement, non ce qu'on t'a entraîné à penser. Tu apprends ce que tu aimes véritablement, non ce que tu es censé aimer. Tu accèdes à tes préférences, valeurs et désirs authentiques. Cette découverte est libératrice, un éveil qui redéfinit ton existence. Tes pensées deviennent tiennes, tes joies authentiques. C'est une renaissance, où tu émerges plus fort, aligné avec ton vrai soi. La personne seule est brisée par l'isolement. La personne solitaire en est renforcée. Ce contraste est profond. L'une ploie sous le poids, l'autre s'élève. La solitude renforce comme un entraînement spirituel, bâtissant une résilience inébranlable. J'ai passé des années à étudier cette différence. J'ai découvert que les vrais solitaires n'expérimentent pas la solitude comme les autres. Ils expérimentent la clarté, le soulagement, la liberté de la performance épuisante de l'acceptabilité sociale. Mes études révélaient des témoignages émouvants, des solitaires décrivant la solitude comme un bain régénérateur, effaçant la fatigue sociale. Cette clarté est une lumière intérieure, le soulagement un souffle divin. Là où les autres se sentent vides dans la solitude, le solitaire se sent comblé. Là où les autres se sentent anxieux sans apport social, le solitaire se sent calme. Cette plénitude est mystique, une connexion à l'infini intérieur. Le calme est une paix profonde, un havre où l'âme repose. Quand un solitaire est forcé dans des situations sociales, il ne ressent pas de connexion. Il ressent une interférence, comme un bruit parasite qui perturbe un signal clair. Cette interférence est épuisante, un brouillage qui obscurcit la clarté. Le solitaire préfère le signal pur de la solitude. Ce n'est pas une pathologie, c'est une configuration différente du système nerveux qui traite l'apport social comme du bruit plutôt que comme une nourriture. Cette configuration est une adaptation évolutive, une variante qui favorise l'autonomie. Elle voit le social comme distraction, non comme nourriture. Les rituels sociaux que les autres trouvent réconfortants, lui, paraissent des gaspillages d'énergie élaborés. La performance d'un intérêt pour des sujets sans importance crée de l'épuisement plutôt que de l'engagement. Ces rituels, bavardages, compliments forcés, sont vus comme superflus, drainant l'énergie vitale. Le solitaire préserve la sienne pour des quêtes plus profondes.
J'ai observé que les solitaires quittent souvent les situations sociales en se sentant vidés plutôt qu'énergisés. Non parce qu'ils sont introvertis au sens conventionnel, mais parce qu'ils traitent l'écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils veulent vraiment dire. Ils observent tout le monde jouer ses rôles sociaux tout en suivant simultanément les émotions authentiques qui transpercent la performance. Ce double traitement est épuisant. Ce double processus est comme une analyse en temps réel, décodant les couches de l'humain. C'est intellectuellement stimulant, mais physiquement taxant. La solitude n'est pas seulement préférée, elle est nécessaire à la récupération psychologique. Elle est un refuge, un temps de recharge où l'esprit se régénère. Sans elle, le solitaire s'atrophie. J'ai découvert que les solitaires sont souvent les seuls assez courageux pour affronter leur propre côté sombre. J'appelle cela l'ombre. Les parties de toi-même qu'on t'a appris à nier, à réprimer et à projeter sur les autres. L'ombre est cet aspect jangien, le réservoir des traits refoulés. Affronter l'ombre exige un courage héroïque, une descente dans les abysses intérieurs. Les solitaires, sans distraction, y font face. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir leur ombre, se cachant dans des groupes où ils peuvent pointer les autres et dire « c'est là que vit le mal, c'est là que vit la faiblesse, pas en moi ». Cette fuite est une illusion collective, un jeu de miroir déformant. Les groupes facilitent cette projection, évitant l'introspection. Le groupe offre d'infinies opportunités de projection de l'ombre. Tu peux rester confortablement inconscient de ta propre capacité à la cruauté en te concentrant sur la cruauté des autres. Tu peux éviter d'examiner ton propre manque d'honnêteté en jugeant le manque d'honnêteté des autres. Tu peux nier tes propres insécurités en te moquant de celles des autres. Ces projections sont des mécanismes de défense, mais elles perpétuent l'ignorance. Le groupe amplifie cela, créant un cycle vicieux. Le groupe devient une salle des glaces où chacun projette son ombre sur tous les autres et personne n'a à affronter sa propre obscurité. Cette salle est un labyrinthe d'illusions, où la vérité est distordue. Le solitaire, en sortant, brise le sort. Le solitaire n'a pas ce luxe. Quand tu passes un temps significatif seul, tu finis par rencontrer tout ce dont tu fuyais. Ta capacité à la cruauté, ton égoïsme, tes peurs, tes faiblesses, tout ce que le groupe t'a appris à considérer comme inacceptable à reconnaître. Cette rencontre est transformative. Un rite de passage où l'ombre devient alliée. Elle révèle la totalité de l'être. Dans la solitude, il n'y a personne d'autre à blâmer, personne d'autre avec qui te comparer, personne d'autre à utiliser comme distraction de ta propre réalité psychologique. C'est une confrontation nue, une honnêteté radicale qui forge l'âme. J'ai découvert que les solitaires qui intègrent avec succès leur ombre deviennent psychologiquement plus forts que ceux qui se cachent dans les groupes. Cette intégration est l'individuation, un processus où le soi unifié émerge, plus résilient que jamais. Car une fois que tu as affronté ta propre obscurité et que tu y as survécu, tu n'en as plus peur. Tu n'es plus contrôlé par la peur qu'elle soit exposée. Cette absence de peur est liberté absolue, une immunité spirituelle. Tu deviens immunisé à la honte comme mécanisme de contrôle. Tu as déjà regardé les pires parties de toi-même et décidé que tu pouvais vivre avec elles. La honte perd son pouvoir. Tu vis en paix avec ta totalité. Cette acceptation crée une stabilité psychologique inébranlable. La personne qui a intégré son ombre sait qu'elle est capable d'égoïsme. Alors les accusations d'égoïsme ne la détruisent pas. Elle sait qu'elle est capable de cruauté. Reconnaître la cruauté en elle ne brise pas son image d'elle-même. Cette stabilité est comme un rocher dans la tempête, inébranlable. Elle a accepté son humanité entière, lumière et ombre, ensemble. Cette acceptation la rend paradoxalement moins dangereuse que ceux qui nient leur ombre, car elle est consciente de sa capacité à nuire et peut choisir différemment. Le déni rend imprévisible. L'acceptation permet le choix conscient. Cette intégration de l'ombre crée ce que j'appelle la souveraineté psychologique. La souveraineté est royauté de l'âme, un règne autonome sur son royaume intérieur. Le solitaire qui a affronté son obscurité ne peut pas être manipulé par des menaces d'exposition. Il sait déjà de quoi il est capable. Il l'a déjà accepté. Inchantable, il défie les contrôles sociaux. Cela le rend inchantable, invulnérable à la honte, incontrôlable par les mécanismes sociaux ordinaires qui maintiennent la plupart des gens obéissants. C'est une menace pour les systèmes basés sur la peur. J'ai documenté ce processus dans ma propre vie lors de ma confrontation avec l'inconscient. J'ai passé des années en solitude à affronter des contenus psychologiques qui auraient détruit la plupart des gens. J'ai vu des visions qui auraient pu être diagnostiquées comme psychose. J'ai vécu des émotions qui auraient pu mener à une rupture. J'ai affronté des parties de moi-même qui contredisaient tout ce que je voulais croire sur mon propre caractère. Ma propre odyssée était un voyage héroïque, une descente aux enfers suivie d'ascension. Les visions étaient des messages archétypaux, les émotions des purges nécessaires. Je n'ai pas fui ces expériences. Je les ai étudiées, je les ai intégrées.
Je suis ressorti de cette expérience fondamentalement transformé. Plus peur de mon propre esprit, plus dépendant de la validation extérieure, psychologiquement complet d'une manière que la plupart des gens n'atteignent jamais. Cette complétude est l'individuation accomplie, un état de plénitude. Mon travail sur l'ombre, sur les archétypes, sur le processus d'individuation, tout est né de ma volonté de passer des années seul avec des contenus psychologiques qui me terrifiaient. Ces concepts ont révolutionné la psychologie, offrant des outils pour l'éveil. Le développement psychologique du solitaire suit ce même chemin. La solitude force l'intégration de l'ombre. L'intégration de l'ombre crée la souveraineté. La souveraineté menace chaque système construit sur le contrôle des gens par la honte et la pression sociale. Ce chemin est universel, un schéma pour la transformation. C'est là que mes recherches deviennent véritablement dangereuses, car le solitaire qui a intégré son ombre et atteint la souveraineté psychologique arrive à un point où il peut prendre des décisions qui terrifient le groupe. Ces décisions sont des actes de pure liberté, défiant le statu quo. Il peut quitter des systèmes toxiques sans peur. Il peut exposer des vérités sans se soucier des conséquences sociales. Il peut agir selon ses propres valeurs, même quand celles-ci contredisent les attentes collectives. Par exemple, quitter un job lucratif pour suivre une passion, ou dénoncer une injustice au risque de l'ostracisme. J'appelle cela le déclic, non une rupture psychologique, mais un moment de clarté absolue où le solitaire décide d'agir parce qu'il n'a pas besoin de l'approbation du groupe. Le déclic est un éclair d'illumination, un pivot vers l'authenticité. Il est capable de choix que le groupe trouve incompréhensibles ou menaçants. Des diseurs de vérité qui risquent leur réputation pour nommer ce que tout le monde sait, mais que personne n'osera dire. Des gens qui quittent des postes prestigieux parce que le travail contredit leurs valeurs. Des individus qui choisissent l'intégrité plutôt que l'inclusion, même quand l'inclusion serait plus facile, plus sûre et plus rentable. Ces choix sont des actes héroïques, inspirant les autres à suivre. Le groupe punit sévèrement ces actions car elles menacent les accords collectifs qui maintiennent le système stable. Les organisations exilent ceux qui parlent. Les cercles sociaux ostracisent les diseurs de vérité. Les familles font des boucs émissaires des membres qui refusent de maintenir le déni collectif. Cette punition est un mécanisme de survie pour le groupe, mais elle révèle sa fragilité. Le solitaire qui a atteint la souveraineté psychologique ne peut pas être contrôlé par des punitions qui reposent sur la douleur sociale. L'exclusion ne fait pas mal quand tu n'as jamais valorisé l'inclusion. La honte n'opère pas quand tu as déjà intégré ton ombre. Les atteintes à la réputation n'ont aucun poids quand tu n'as jamais tiré ton identité de la validation extérieure. Cette immunité est libératrice, rendant le solitaire invincible aux armes sociales. Cela rend le solitaire dangereux, non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est libre. La liberté est contagieuse, semant des graines de doute dans le collectif. La liberté est la menace ultime pour les systèmes construits sur le contrôle. Une personne qu'on ne peut ni manipuler, ni faire honte, ni forcer à se conformer est une personne capable de démanteler des structures de pouvoir entières simplement en refusant d'y participer. Par son exemple, elle démontre l'obsolescence des chaînes. Il peut dire non à des opportunités que tous les autres s'arrachent. Il peut quitter des relations que tous les autres tolèrent. Il peut questionner des croyances que tous les autres défendent sans examen. Ces noms sont des affirmations puissantes de soi. J'ai passé des décennies à étudier ce phénomène et je suis arrivé à une conclusion qui met encore beaucoup de gens mal à l'aise. Mes décennies de recherche étaient une quête personnelle, révélant des vérités universelles. Le solitaire n'est pas brisé, le solitaire est évolué. Il représente ce que la conscience humaine peut devenir quand elle se développe en dehors des contraintes de la programmation collective inconsciente. Il est l'avant-garde de l'évolution psychique. Il ne manque de rien de ce que les autres possèdent. Il accède à quelque chose que la plupart des gens ne trouvent jamais. C'est un trésor intérieur, inestimable. La plupart des gens exécutent un code qu'ils ont téléchargé de leur culture sans jamais examiner s'il leur sert vraiment. Croyance sur ce que signifie le succès. Hypothèse sur ce à quoi les relations devraient ressembler, règles sur quelles émotions sont acceptables, script sur la manière dont la vie devrait se dérouler, ce code est un logiciel obsolète, limitant le potentiel. Tout ce programme tourne en arrière-plan, déterminant des choix qui semblent personnels, mais qui sont en réalité des schémas collectifs répétés à travers des millions de vies. Il crée une uniformité stérilisante. Le solitaire est quelqu'un qui a refusé le téléchargement et a écrit son propre système d'exploitation. Il code sa réalité, innovant librement. Cela le rend incompatible avec l'infrastructure sociale standard. Cela le rend aussi capable d'innovation que la pensée de groupe ne pourrait jamais produire, car il n'est pas contraint par les accords collectifs sur ce qui est possible. Ces innovations changent le monde, comme celles de Tesla ou Van Gogh. Il peut voir des solutions que les autres ne peuvent imaginer.
parce qu'il n'est pas investi dans le maintien du statu quo, il peut prôner des changements que les autres craignent. Sa vision est clairvoyante, prophétique. J'ai découvert que les plus grandes percées de l'histoire sont souvent venues de solitaires. Artistes qui ont travaillé dans l'isolement pendant des années avant que leur œuvre ne soit reconnue. Scientifiques qui ont poursuivi des questions que tous les autres jugeaient impossibles ou sans intérêt. Philosophes dont les pensées personne ne voulait entendre. Inventeurs qui ont construit des prototypes dans des ateliers solitaires pendant que les autres les traitaient de fous. Des noms comme Curie qui travaillait seul ou Kafka écrivant dans l'ombre. Ces individus pouvaient voir des possibilités que la pensée de groupe rendait invisibles parce qu'ils n'étaient pas contraints par les accords collectifs sur ce qu'il était acceptable d'imaginer. Leur imagination était illimitée. L'héritage du solitaire n'est pas la solitude, c'est la libération. Non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui sont témoins de quelqu'un vivant selon ses propres valeurs, plutôt que selon les attentes collectives. Cet héritage inspire des générations. Chaque solitaire qui atteint la souveraineté psychologique prouve qu'il est possible de survivre en dehors du groupe, de faire face à son ombre et de l'intégrer. Et que la liberté hors du contrôle collectif est atteignable si tu es prêt à payer le prix de la solitude. C'est une preuve vivante, un témoignage incarné. J'ai compris cela profondément parce que je l'ai vécu. Ma rupture avec Freud m'a laissé professionnellement isolé. Mes anciens collègues m'ont rejeté. Mes innovations théoriques ont été ridiculisées. Ma confrontation avec l'inconscient m'a laissé psychologiquement seul dans des territoires que personne d'autre ne pouvait naviguer avec moi. Cette isolation fut mon creuset, forgeant mes idées. Cette solitude a produit certaines des intuitions psychologiques les plus profondes de l'histoire humaine. Des concepts qui ont révolutionné notre compréhension de la conscience humaine, et des idées qui continuent de façonner la psychologie, la spiritualité, la philosophie. Elles influencent encore aujourd'hui, guidant des millions. Le solitaire qui ne garde aucun ami n'évite pas la connexion. Il protège sa conscience de l'interférence afin d'accéder à des vérités que la participation collective rend invisibles. Cette protection est sacrée, un gardien de l'âme. Il n'échoue pas dans les relations sociales. Il réussit à quelque chose que la plupart des gens n'essaient même jamais. Le développement d'un soi pleinement individué, capable de penser ses propres pensées, de ressentir ses propres sentiments et de vivre selon ses propres valeurs. L'individuation est le sommet de l'évolution psychique. Le monde a besoin de solitaires, non parce qu'ils sont supérieurs aux autres, mais parce qu'ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir. Ils pensent des pensées que les autres ont peur de penser. Ils posent des questions que les autres sont programmés à ne pas poser. Ils vivent des possibilités que les autres sont trop contrôlés pour tenter. Ils sont les visionnaires, les catalyseurs du progrès. Chaque système a besoin de personnes qui peuvent en sortir et évaluer s'il sert encore son objectif déclaré ou s'il est devenu auteur-producteur, quel qu'en soit le résultat. Sans eux, les systèmes stagnent, deviennent oppressifs. Si tu es quelqu'un qui ne garde aucun ami, mon message pour toi est simple. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas défectueux. Tu ne manques de rien de ce que tous les autres possèdent. Tu es entier, unique. Tu accèdes à quelque chose que la plupart des gens ne trouvent jamais. Ta solitude n'est pas un problème à résoudre. C'est une force à protéger. Protège-la comme un trésor sacré. Ton incapacité à te conformer n'est pas une faiblesse. C'est une immunité au système de contrôle le plus puissant que les humains aient jamais créé. Cette immunité est ton super pouvoir. Ton malaise dans les situations sociales n'est pas une anxiété à traiter. C'est ton système nerveux qui te dit que jouer un faux soi est plus destructeur que d'être seul avec ton soi authentique. Écoute ce signal. Il guide vers l'authenticité. La vérité dangereuse que j'ai découverte est que le solitaire représente le potentiel humain libéré des limitations collectives. Ce potentiel est infini, divin. Et cette liberté, cette souveraineté, cette indépendance psychologique est exactement ce que tout système de contrôle craint le plus. Car elle démantèle les illusions de nécessité. Car les solitaires ne veulent pas détruire la société, mais leur simple existence prouve que les mécanismes de contrôle de la société sont optionnels, que tu peux choisir différemment, que tu peux vivre selon tes propres valeurs, que tu peux être psychologiquement complet sans avoir besoin de la validation de gens qui n'ont jamais pris le temps de se comprendre eux-mêmes. C'est une preuve empirique de liberté. Le solitaire n'est pas dangereux parce qu'il est mauvais, il est dangereux parce qu'il est libre. Et la liberté inspire la révolte des âmes. Et la liberté, j'ai réalisé, est contagieuse. Elle se propage comme un feu sacré. Chaque personne qui atteint la souveraineté psychologique par la solitude et l'intégration de l'ombre crée la permission pour les autres d'entreprendre le même voyage. C'est un effet domino d'éveil. C'est pourquoi les groupes punissent les solitaires si sévèrement. Non parce que les solitaires nuisent à quiconque, mais parce que leur existence menace les accords collectifs qui maintiennent tous les autres sous contrôle.
Cette punition est la dernière défense du contrôle, mais elle échoue face à la liberté vraie. En conclusion, embrasse ta solitude si elle t'appelle. Elle n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée, un portail vers une existence plus riche, plus authentique. À travers elle, tu peux découvrir des profondeurs insoupçonnées, forger une souveraineté qui te rend invincible aux tempêtes du monde. Les solitaires ne sont pas des exilés, ils sont les pionniers d'une nouvelle ère de conscience où l'individu règne en maître sur son destin. Que cette réflexion t'inspire à explorer tes propres abysses, à intégrer ton ombre et à émerger transformé, libre et pleinement vivant. Le voyage est ardu, mais la récompense est l'infini de ton potentiel humain libéré.